En juin 2006, le collectif Solidarité contre l'exclusion ASBL a élaboré, avec des comités d'usagers du CPAS, des organisations syndicales ainsi que des personnes ou associations concernées, un ensemble de revendications pour l'amélioration de l'aide sociale et des CPAS. À partir de ce cahier de revendications, nous organisons depuis lors des débats et nous poursuivons une campagne d'interpellation des responsables politiques. Les élections fédérales 2007 constituaient l'occasion de faire le point sur les positions défendues par les différents partis dans la campagne électorale. Nous sommes donc allés à la rencontre d'un candidat de chaque parti politique démocratique francophone représenté au Parlement et nous avons posé à chacun 4 questions identiques. Isabelle Durand, secrétaire fédérale écolo, tête de liste au Sénat. Le revenu d'intégration sociale est censé permettre de mener une vie conforme à la dignité humaine. Or, le montant du RIS octroyé par les CPAS est actuellement de 657 € pour un isolé, ce qui paraît aujourd'hui largement insuffisant pour faire face à l'évolution du coût de la vie. Votre parti est-il prêt à déposer une proposition de loi qui porte, parallèlement à une augmentation des autres allocations sociales et des bas salaires, le RIS au-dessus du seuil de pauvreté, qui est fixé à 822 € pour un isolé? Oui, parce qu'il est évident qu'à 657 €, c'est impossible de vivre dans la dignité. Et c'est pourtant normalement ce à quoi le RIS devrait aboutir. Et donc oui, il faut l'augmenter. Oui, il faut. Nous avons d'ailleurs fait une première partie ou un premier pas sous la législature arc-en-ciel en augmentant déjà le niveau du RIS. Mais il est encore largement en deçà de ce qu'il devrait être. Donc oui, nous sommes prêts à l'augmenter. Et nous pensons qu'il faut par ailleurs aussi, évidemment, remonter toutes les autres allocations et les lier au bien-être. Au bien-être, c'est-à-dire au niveau de croissance. Une allocation ne doit pas être augmenté une fois et puis décroché par rapport à l'indice et au prix de la vie. Selon la réglementation actuelle, le montant du RIS est inférieur pour les cohabitants, 438 €, à ce qu'il est pour les isolés, 657 €. Les usagers du CPAS sont donc pénalisés s'ils décident de mener une vie de couple. Votre parti est-il prêt à lever cette discrimination et à soutenir une proposition de loi qui aligne le montant du RIS dont bénéficient les cohabitants sur celui des isolés? Je crois qu'il y va du RIS comme des autres allocations sociales. Elles devraient être toutes individualisées, c'est-à-dire destinées à quelqu'un, quel que soit son statut social, quelle que soit la personne avec qui il vit ou la nature de la cohabitation qu'il a avec quelqu'un d'autre. L'allocation doit être une allocation individualisée. Alors je suis bien consciente évidemment que si pour le RIS, de même que pour toutes les allocations de chômage, de pension, etc., on devait immédiatement individualiser, c'est clair que c'est un coût impayable et qu'il faut travailler par étapes et par jalons. Et donc je crois qu'à la fois pour le RIS et pour d'autres allocations, on doit aller petit à petit vers l'individualisation de ce droit qui ne pénalise pas donc les choix de vie ou qui n'oblige pas à certains choix de vie ou à cacher les choix de vie. Mais est-ce que Écolo a chiffré le coût de ces 3 mesures? Alors, on sait bien que ces 3 mesures simultanées, en même temps d'ailleurs qu'une série d'autres sur l'individualisation des droits, comme je le disais, sont évidemment impayables en une fois. Et donc, dans une négociation ou dans une discussion à laquelle nous serions associés, il est évident qu'il devrait y avoir à la fois des jalons, mais des jalons que l'on compense, y compris d'ailleurs par les aspects de fiscalité, par toutes sortes d'autres dépenses qu'on ne fait pas, par des recettes supplémentaires qu'on fait ailleurs. C'est évident que, par définition, si on augmente le RIS, si on augmente la part fédérale dans le RIS, si on individualise et qu'on sort petit à petit de la logique des cohabitants, tout ça a un coût. Alors le coût maximal est impayable en une fois, mais par contre, il nous semble qu'il faut faire des pas, et donc dans la négociation, il y aurait certainement des éléments de jalon que nous devrions, et que nous avons d'ailleurs chiffrés de façon générale, mais qu'il faudrait chiffrer de façon par tranche, parce qu'on n'y arriverait évidemment que par tranche. Et alors ces propositions ont été déposées quand Écolo était dans l'opposition. Qu'est-ce que vous a engagé à imposer si vous êtes invité à une négociation gouvernementale? Alors, je ne vous répondrai pas sur ce que en entrant dans une éventuelle négociation en vous disant ça, c'est ça où je sors.
c'est un ensemble de choses, y compris d'ailleurs sur d'autres aspects. Hein. Vous savez que beaucoup de personnes qui s'adressent aussi au CPAS sont des personnes sans papier, sur lesquelles, par exemple, là aussi, il est indispensable d'aboutir à une régularisation des sans-papiers et à une loi un peu plus claire sur les critères de régularisation. Et donc, il y a une série de choses que nous voulons pouvoir obtenir si nous sommes associés et sur lesquelles nous ferons l'évaluation dans les différents domaines de l'exclusion sociale pour avoir des avancées tout à fait significatives dans ces différents domaines qui se tiennent. Donc, difficile pour moi de dire aujourd'hui, s'il n'y a pas ça, ce sera non. En tout cas, ce qui est clair, c'est que s'il n'y a pas des avancées pour lutter contre l'exclusion sociale, y compris l'exclusion par le revenu de ceux qui sont bénéficiaires du revenu d'intégration, c'est clair que ce serait très difficile pour Écolo de participer à un gouvernement. Les conseils communaux sont accessibles au public. En Flandre, depuis 2002, c'est également le cas des conseils de CPAS, hormis pour l'examen des questions individuelles, pour lesquelles le respect de la vie privée doit évidemment rester garanti. Cette ouverture n'a pas été réalisée ni en Wallonie ni à Bruxelles. Alors que les conseils de CPAS élaborent des réglementations et prennent des décisions générales extrêmement importantes en termes de cohésion sociale, ceci se fait dans l'opacité, sans que les citoyens ou la presse ne puissent suivre ces débats généraux. Il est même interdit à un membre du conseil CPAS de faire écho, à l'extérieur du conseil, de ces débats généraux. Dans un souci de transparence démocratique et de clarté de la gestion, votre parti est-il disposé à soutenir l'adoption d'une mesure assurant, comme en Flandre, une pleine publicité des débats généraux des conseils des CPAS? Oui, et d'ailleurs des propositions ont été déposées en ce sens. Oui, parce qu'il me semble que le choix d'une majorité communale, par exemple par rapport à la question des sans-papiers, aux cartes santé, aux soins d'urgence, par rapport à une série de choix politiques qui sont, par exemple, plutôt de choisir de mettre les gens debout, de ne pas se mettre dans la niche simplement des personnes les plus pauvres, mais de travailler avec tous les citoyens d'une commune, en commençant bien sûr par ceux qui sont en situation la plus précaire. Je crois que ce débat-là, sur la stratégie générale en termes non seulement de lutte contre la pauvreté, mais d'émancipation des personnes qui vivent sur la commune, cette stratégie-là, elle doit être exposée, assumée, débattue, publique. Et donc, on sait que Dominique Breckmann, en région bruxelloise, a déposé une proposition. Est-ce qu'Écolo est prêt à exiger la discussion et le vote? Est-ce qu'il peut y avoir une dynamique parlementaire de la part d'Écolo pour faire avancer cette proposition? Je crois qu'il y a des choses qu'on peut faire avancer, tout à fait, donc qui ne sont d'ailleurs pas nécessairement fédérales, et donc c'est quelque chose qu'il faut faire avancer, mais pour faire avancer une proposition, il faut avant tout se faire des alliés. Avoir raison tout seul dans son petit coin, c'est pas vraiment nécessaire ou utile, et donc il faut surtout faire des alliés, faire des émules pour convaincre d'autres acteurs politiques de l'intérêt d'une telle proposition. La législation actuelle paraît placer les assistants sociaux dans une position intenable. D'une part, le législateur leur donne la mission de garantir le droit à la dignité humaine des usagers du CPAS, qui est inscrit dans la Constitution et la loi de 1976. De l'autre, la réglementation ne prévoit qu'un montant du RIS inférieur au seuil de pauvreté et pénalise la vie de couple à travers le taux cohabitant. En même temps que l'usager est ainsi implicitement invité à trouver des solutions illégales pour survivre, travail au noir, domicile fictif, l'assistant social est tenu de proposer de le sanctionner si ces comportements sont avérés. N'est-il pas temps pour les responsables politiques de reconnaître que dans les conditions actuelles, les CPAS ne garantissent plus le droit à la dignité humaine et que les assistants sociaux en CPAS n'ont plus les moyens d'appliquer la réglementation? Mais je pense que les assistants sociaux de CPAS sont dans des situations extrêmement difficiles et parfois, comme vous le dites, d'injonctions un peu contradictoires, où on leur demande à la fois d'assurer la dignité et le secours ou le dialogue avec les personnes vis-à-vis desquelles elles doivent travailler, et en même temps, elles devraient dénoncer des choses. Idem sur les sans-papiers d'ailleurs, le nombre de choses qu'elles devraient dénoncer, normalement une personne qui est en séjour illégal, alors qu'elles sont plutôt là justement pour leur fournir l'aide médicale urgente ou pour chercher des solutions par rapport aux problématiques
auxquelles ces personnes sont confrontées. Donc ils sont dans des situations un peu contradictoires et en même temps, les assistants sociaux sont souvent des gens qui sont pas spécialement bien rémunérés, sont des gens qui sont parfois un peu au-dessus, certainement au-dessous, mais quand même pas dans des situations toujours extrêmement meilleures que celles de certains bénéficiaires du CPAS, a fortiori pour ceux qui, parce qu'ils n'ont pas assez, font du travail en noir à côté et on ne peut pas leur reprocher. D'une certaine façon, je ne suis pas pour la fraude sociale, mais en même temps, on ne sait pas vivre avec 450 €, avec 600 €. Et donc de ce fait-là, on arrive à une situation aussi où les assistants sociaux sont parfois eux aussi dans une situation presque de rivalité avec la personne qu'ils doivent aider. Et ça, c'est terriblement malsain, parce que comment voulez-vous avoir une relation solidaire, une relation à la fois d'aide, de dialogue et de respect, si vous pensez que la personne à laquelle vous parlez est peut-être quelqu'un qui a droit à plus de choses que vous. Dans ce cas-là, évidemment, la relation est biaisée. Donc je crois que vraiment les travailleurs sociaux de CPAS sont des gens qui sont dans des situations parfois non seulement contradictoires d'un point de vue légal, mais aussi dans des situations très difficiles par rapport à leur propre situation. Et donc je trouve que par rapport à ça, on doit avoir une très très grande attention à ces travailleurs sociaux, y compris en termes bien sûr de revenus. C'est tout le problème, la problématique de la précarité d'une certaine classe moyenne ou de gens, et a fortiori pour ceux-là, ceux qui sont dans des situations plus difficiles, on doit être attentif à cela et à ne pas leur donner des injonctions contradictoires, parce qu'en leur demandant des choses contraires, on finit par faire un travail ou leur faire faire un travail qui devient impossible. Yvan Mayer, président du CPS de Bruxelles, deuxième candidat sur la liste du PS à la Chambre à Bruxelles. C'est effectivement notoirement insuffisant pour vivre. Ça fait des années que je me bats pour que non seulement on augmente le revenu d'intégration sociale, on l'a enfin augmenté d'à peu près 10% au cours de la dernière législature. Il faut continuer, il faut atteindre évidemment le seuil de pauvreté, ça c'est clair, mais je pense que c'est insuffisant. Donc je pense qu'on doit aussi prendre par ailleurs des mesures structurelles pour réduire, diminuer le coût de la vie pour notamment les gens les plus en difficulté financière. Comment? Je pense qu'il faut réguler les loyers. Il faut agir sur le marché locatif parce qu'on va donner 800 € aux gens qui vont en donner 600 à un propriétaire pour mal se loger. Donc, je veux dire, à un moment donné, donc il faut agir sur d'autres paramètres. Il faut réduire encore le coût de l'accès aux soins de santé, le coût des médicaments. Donc il faut poursuivre, parallèlement à une augmentation du revenu des gens, d'autres mesures plus structurelles qui limitent les dépenses qui contiennent les éléments du coût de la vie auxquels on est tous exposés, mais évidemment avec plus de difficultés quand on gagne 657 € par mois, quoi. Dans le programme du PS, il y a la projection de 10% d'augmentation pour la législature. À ce rythme-là, bon, on pourra faire le calcul, mais ça risque de prendre quand même quelques années avant d'atteindre le seuil de pauvreté, d'autant que le seuil de pauvreté va évoluer dans la même période. Donc, Oui, mais non, enfin, la référence au seuil de pauvreté, il y aura toujours un seuil de pauvreté et il y aura toujours des gens qui seront en dessous. La question n'est pas... C'est un point de référence intéressant, mais ce n'est pas le point déterminant qu'il faut à tout prix atteindre. Ce qu'il faut, c'est voir dans quelles conditions les gens vivent. Est-ce que les allocations sociales, quelle est la tension qu'il y a entre les allocations sociales et la moyenne des salaires? Et est-ce que cette tension s'accroît? Donc, c'est-à-dire, est-ce que la distance est plus en plus grande? C'est ce qu'on a constaté ces dernières années. Et donc, ça veut dire que les allocations sociales ne sont plus des revenus de remplacement, ou en tout cas n'assument plus cette fonction-là. Et donc, on est obligé de compenser le manque à gagner, si vous voulez, des gens par au-dessus du revenu d'intégration sociale. On va donner ici une carte santé, là une allocation loyer, là une intervention pour que les enfants puissent manger convenablement à l'école, etc., etc. Donc, ce qu'on donne comme allocation sociale n'est pas suffisante pour vivre. On complète avec des éléments matériels. Voilà. Donc, ce qu'il faut maintenant, c'est plutôt que de voir cette tension s'accroître entre le revenu moyen de ceux qui travaillent et ceux qui bénéficient d'une allocation sociale, il faut rapprocher évidemment ça, mais il faut aussi faire en sorte que le revenu minimum, lui, soit plus élevé pour que les gens aient envie d'aller travailler et intérêt à aller travailler.
Donc moi, je suis pour la suppression du statut cohabitant, en tout cas au niveau des CPS, au niveau du revenu d'intégration sociale. Dans le reste de la sécurité sociale, il faut être plus prudent parce qu'il y a des endroits où le fait d'être cohabitant, en tout cas, apporte des avantages sociaux. Donc il faut bien mesurer les conséquences de ça. Mais en tout cas, au niveau des CPS, je suis pour la suppression du statut cohabitant. Moi, j'y suis favorable. En tout cas, peut-être pas tous les débats, parce qu'il y a effectivement des éléments de titre privé et avec des éléments personnels que je pense qu'il faut pouvoir garder entre nous. Mais sur les grands axes, les éléments plus stratégiques, le budget et les discussions sur les options fondamentales de la politique du CPS, moi, je suis pour l'ouverture au public. D'ailleurs, je médiatise assez fort les projets que je fais au CPAS. C'est aussi dans ce but-là. Et nous avons d'ailleurs aménagé la salle du conseil du CPS pour pouvoir, le cas échéant, accueillir. Et alors toutes ces questions auxquelles vous vous déclarez favorable, est-ce que le Parti socialiste est prêt à en faire une question de gouvernement, d'entrer dans un gouvernement? Donc moi je suis convaincu que le Parti socialiste ne peut pas aller dans un gouvernement qui ne propose pas un projet d'émancipation sociale pour les gens. Et je pense que ce projet-là, il doit faire partie intégrante d'un programme ambitieux de gouvernement. Il faut avoir la volonté d'éradiquer l'extrême pauvreté, et il faut avoir la volonté, dans un programme de gouvernement, de créer les conditions d'émancipation sociale des gens qui aujourd'hui chez nous vivent dans la pauvreté. Non, je ne suis pas d'accord avec vous. Donc je pense que on est dans un combat inégal où je pense que les forces du marché, notamment en matière de logement ou dans d'autres matières, sont extrêmement puissantes et font que toutes nos interventions sociales butent souvent contre la cherté du coût de la vie, etc. Mais je trouve que moi, je ne désespère pas l'action des services sociaux, et en particulier des CPS. Je pense vraiment qu'il y a ici des gens qui se battent correctement. Mais nous sommes aussi dans... Moi, je suis pour une société qui est une société faite à la fois de droits et de devoirs. Et donc, je trouve en effet qu'il y a des législations qu'il faut changer. Il y a des choses qui ne vont pas, les cohabitants, des choses pareilles. Mais pour le reste, je trouve que on ne peut pas. Moi, je n'accepte pas non plus une société dans laquelle on octroie des aides financières, des aides sociales aux gens, qu'on soutient les gens pour leur permettre de s'en sortir, sans qu'il y ait un minimum de contrôle de à quoi sert l'argent public. C'est quand même de l'argent public, c'est quand même de l'argent de la solidarité, et je trouve qu'il faut agir correctement par rapport à ça. Donc, non, je ne suis pas aussi désespéré que vous. Je ne suis pas spécialement désespéré, disons que je ne suis pas spécialement optimiste non plus. Parce que, par exemple... Mais on sauve tous les jours des gens. Hein. Tous les jours, on sauve des gens, on sauve des situations, on aide des gens à s'en sortir. Et il y a quand même des gens qui s'en sortent. Et donc, c'est ça qui compte. Oui, bien sûr, mais par exemple, pour cette question prendre l'exemple de la question des cohabitants... Mais je vous ai répondu là-dessus, je suis pour supprimer la notion de cohabitant. Oui, bien sûr, mais ça fait des années qu'on entend que tout le monde est pour le supprimer, de partis qui sont au gouvernement, mais il est toujours là. Donc, si les partis au gouvernement se prononcent pour le supprimer et que ça ne se supprime pas, c'est que ça manque d'initiative pour le supprimer. Ouais. Donc, on est dans un gouvernement, il y a 4 partis au gouvernement, hein, dont 2 partis libéraux, dont dans ces 2 partis libéraux, un ultra-libéral et un qui a un faux nez, donc qui met un faux nez pour se faire croire plus social qu'il n'est. Donc voilà, la réalité c'est qu'on est avec des gens en face de nous qui ne sont pas du tout favorables à ça, qui nous parlent de fraude sociale, alors que la fraude fiscale dans ce pays à laquelle il faudrait s'attaquer est autrement gigantesque, quoi. Donc
Voilà, donc je pense qu'il faut bien comprendre qu'il y a deux idéologies et que ces deux idéologies ne sont pas compatibles pour lutter convenablement contre la pauvreté. Pourtant, elles s'allient dans les gouvernements. C'est le fonctionnement de la démocratie. Inciter les gens à voter socialiste et peut-être que nous serons majoritaires absolus, qu'on pourra mener une politique de gauche. Joëlle Milquet, présidente du CDH, tête de liste à la Chambre à Bruxelles. C'est déjà fait. Et donc c'est notamment tout ce que l'on a demandé pendant cette législature, puisque c'était une législature où on avait des moyens financiers, on aurait eu les moyens de faire l'augmentation du revenu d'intégration sociale et d'arriver à ce qui était notre objectif, 10% au-dessus du seuil de pauvreté pour l'ensemble et d'obtenir une véritable liaison au bien-être, ce qui n'a pas été le cas. Donc on a déposé des propositions, des résolutions. Donc dans notre programme, c'est bien clair. Ce que l'on veut en priorité dans les politiques sociales, c'est relever les allocations sociales à 10% au-dessus du seuil de pauvreté, ce qui voudrait dire que pour les pensions minimales, on devrait arriver à 904 € tout de suite, et puis tendre vers les 1 000 € pour, selon isolé ménage, 1 000, 1 200 €. Donc ça, c'est vraiment notre objectif, et obtenir et réaliser une véritable liaison structurelle au bien-être, donc à l'évolution des salaires, mais sans devoir la faire par palier avec des incertitudes, l'avoir intégralement et radicalement. Alors c'est vrai qu'il faut le faire de manière progressive dans cette législature. Il faudra aussi, en ce qui concerne les petites pensions, commencer par les plus anciennes pensions. Mais ça, c'est vraiment un objectif clair et net. On l'a budgété, on l'assume à l'unanimité et on l'a mis clairement dans le programme. Si vous êtes appelé au gouvernement, est-ce que vous en feriez une priorité de gouvernement dans les négociations ? Oui, je pense que quand on connaît la précarité des personnes, quand on voit qu'il est impossible de pouvoir vivre avec 600-700 €, déjà 822 €, c'est le seuil qui est avec des loyers qui font facilement 400 pour des petites chambres, donc on sait bien que c'est une priorité, les priorités. Je regrette qu'elle n'ait pas été la priorité de ce gouvernement antérieur, mais en tout cas ça doit être celle du gouvernement prochain, vraiment. Alors ça, c'est toute la problématique de l'individualisation des droits, et on est tout à fait derrière cet objectif, et on considère qu'on doit le remettre à l'ordre du jour du prochain gouvernement fédéral. On a l'impression qu'on n'en a plus jamais parlé ces derniers temps. Et s'il y a là une première urgence, c'est au niveau du revenu d'intégration sociale, puisqu'on se rend compte que pour finir, on a une législation qui oblige les gens à vivre isolés, soit à tricher, soit à vivre isolés, alors qu'on veut que d'abord humainement ils puissent vivre ensemble, et que par ailleurs, en termes de réduction des coûts par rapport notamment à un logement partagé ou un habitat solidaire, c'est aussi important de pouvoir cohabiter sans nécessairement avoir des liens affectifs entre les personnes. Et donc, pour nous, il faut vraiment arriver à avoir une individualisation des droits au niveau du revenu d'intégration sociale et d'avoir les mêmes taux isolés, cohabitants. On ne peut pas le faire en un tour de cuillère à peau, mais il faut vraiment y arriver le plus rapidement possible en donnant les moyens financiers nécessaires. Oui, donc vous avez dit que pour le RIS, ça avait été budgété par le CDH. Est-ce que les coûts ont été budgétés ici pour cette mesure-ci ? Ici, tout dépend du taux, de la progressivité de la mesure et de l'état des lieux budgétaires que l'on va faire quand on arrive. En tout cas, c'est notre intention. Alors, le faire en 2 ans, 3 ans, ça, on va voir un peu selon la capacité d'abord du budget 2008, déjà l'adaptation du budget 2007. Mais c'est en tout cas notre intention. Pour les allocations de chômage, on sait bien que le coût va être plus important. Et donc la priorité, c'est d'abord de commencer la problématique de l'individualisation des droits, d'abord par le plus urgent, qui est le revenu d'intégration sociale. Moi, à partir du moment où la vie privée des personnes est sauvegardée et que pour les droits individuels et la problématique des décisions d'octroi d'aide individuelle, on garde une totale confidentialité, moi je n'ai pas de souci à ce que des CPAS puissent ouvrir leurs portes en toute transparence pour relayer les discussions. On a, comme dans la ville de Bruxelles, des CPAS qui sont quasiment aussi importants que des communes, donc c'est important d'avoir aussi quelque part une amplification du contrôle démocratique par la transparence. Moi, le souci, c'est vraiment surtout de sauvegarder tout ce qui relève un moment de la vie privée des personnes et
mais surtout de garder bien secret les décisions individuelles. C'est vrai qu'il faut quand même à un moment oser ouvrir les yeux et arrêter certaines hypocrisies. On sait bien que c'est impossible de faire autrement que ce que les gens font actuellement avec des boîtes aux lettres fictives et autres. Donc, à un moment, assumons, ou alors, si on ne veut pas assumer, arrêtons de sanctionner les gens qui n'ont pas d'autre choix que de le faire. À un moment, dans ces cas-là, je veux dire, on est tous confrontés au même problème, des personnes qui viennent nous demander conseil. Et donc, c'est la même problématique pour la régularisation aussi. C'est qu'à un moment, on a des législations et puis on interdit des soutiens alors que c'est intenable de faire autrement. Donc il faut en tout cas clarifier les choses. Et évidemment, pour moi, le clarifier, c'est en faisant évoluer la législation pour éviter cette pénalisation-là et aller vers cette individualisation des droits. Mais à tout le moins, arrêtons de demander aux assistants sociaux de devoir sanctionner des personnes qui sont insanctionnables parce qu'elles n'ont pas le choix de faire autre chose que ce qu'elles font avec le peu de revenus qu'elles ont. Olivier Minguin, président du FDF, vice-président du MR, tête de liste MR à la Chambre à Bruxelles. Notre réponse est clairement positive. La loi sur le CPS garantit le droit à la dignité humaine. Le RIS, le revenu d'intégration sociale, est un des moyens d'atteindre cette dignité humaine. Le CPS offre d'autres types de soutien, d'aide aux personnes. Ceci étant, déjà, l'actuel gouvernement a, au 1er juin 2003, adapté un certain nombre de tarifs. On a augmenté assez sensiblement les barèmes, mais ce n'est pas suffisant. Alors, nous sommes prêts à nous engager à atteindre, si pas le montant précis que vous donnez, en tout cas à tendre vers ce montant. Mais je précise que dans le même temps, la plus grande dignité humaine, c'est donner une chance à tous d'avoir accès à l'emploi. Car c'est vraiment là que commence, sans doute, le parcours qui permet à chacun d'être responsable et libre de ses choix de vie et d'avoir les moyens sur le long terme de faire ses choix en toute liberté. Alors oui à une augmentation des minima sociaux, mais surtout d'abord donner par la formation, et il faut accroître les moyens de ceux qui, relevant du revenu d'intégration, doivent avoir la capacité de suivre des formations, il faut accroître les politiques de formation aussi pour les personnes qui relèvent du RS. Alors, c'est un grand débat. La loi sur les CPS, initialement, tendait vers une individualisation des droits, ce qui est un bon objectif. Il y a eu des controverses juridiques à l'époque, il y a même eu, si j'ai bonne mémoire, un recours à la Ligue des droits de l'homme pour contester ces dispositions de la loi. Bref, c'est un débat juridique. Reste qu'il faut tendre là aussi vers cet objectif. Ceci étant, on ne peut pas uniquement envisager l'aspect financier des choses, comme je le disais. Tout ce qui relève de la formation, tout ce qui permet à chaque membre du couple cohabitant, marié ou pas, peu importe, laissons la liberté de choix aux personnes concernées, tout ce qui leur permet d'avoir une insertion sur le marché du travail est toujours à privilégier. Mais tendre vers une égalité des droits me semble aussi un objectif à poursuivre. Pas de la même manière, je le dis très clairement. D'abord, il faut préserver, mais je crois qu'il y a un accord là-dessus, le caractère totalement à huis clos de toutes les décisions qui se rapportent à la situation des personnes, des demandeurs, des personnes qui doivent être prises en charge par les CPS. Il est hors de question de donner quelque forme de publicité. Et je salue généralement le travail consciencieux des membres des conseils de l'aide sociale qui veillent à garder, pour la plupart d'entre eux, le devoir de réserve par rapport aux dossiers qu'ils traitent et qu'ils évitent de mettre et sur la place publique, voire même de prendre des contacts personnels avec les personnes concernées. 2. Par contre, pour ce qui relève de la gestion purement administrative, financière et des investissements des CPS, on peut accentuer une transparence via notamment les rapports à faire devant le conseil communal et les débats à faire devant le conseil communal. On sait bien que ce sont les communes qui subsidient pour une part les CPS, donc amener plus souvent qu'une fois par an lors de la présentation du budget, mais aussi au moment de l'adoption des comptes par le CPS, voire pour un certain nombre d'engagements budgétaires importants liés aux investissements, des débats et une concertation avec les membres du conseil communal en séance publique, j'y suis favorable.
mais donc je déplace le lieu, si je puis dire, de la séance publique vers le conseil communal et vers la concertation avec le conseil communal. Donc en quelque sorte quelques séances clés de l'année. Voilà. Je crois qu'on pourrait fixer, je dirais une fois par trimestre, un état des lieux de la gestion des CPS devant le conseil communal en termes de gestion administrative, d'investissement, d'engagement budgétaire. De la sorte, on donnerait de la transparence. Ça se fait en présence du conseil communal, qui est quand même le pouvoir subsidiant important des CPS, ça permet à tout le public d'assister. Par contre, dire que sur le lieu du CPS, il y aurait des séances pour partie à huis clos, pour partie publique, me semble compliquer les choses et peut-être susciter alors la tentation de rendre public ce qui doit être strictement tenu à huis clos. Mais c'est pourtant le cas en Flandre. Certes, c'est pas parce que ça se fait en Flandre que je me sens obligé de suivre cet exemple. Je crois que la voie que je propose présente de surcroît une plus grande cohérence, puisqu'elle nourrit également un débat direct entre conseillers communaux et représentants du CPS, et donc favorise, me semble-t-il, une bonne prise de conscience de part et d'autre des responsabilités qui incombent à chacune des institutions. Franchement, je ne crois pas pouvoir partager votre constat. Je crois que les assistants sociaux, et là aussi je salue leur travail, font un travail tout à fait en respect strict de la loi et ne font pas un excès particulier, un excès de zèle particulier pour tenter de sanctionner des comportements qui ne seraient pas respectueux de la loi. Je le vois moi personnellement, parce que j'exerce la tutelle sur le CPS dans ma commune. Il n'y a que vraiment les cas flagrants de tromperie quant à la nature des revenus des demandeurs de RIS qui donnent lieu à des sanctions par le CPS et à des dénonciations. Donc évidemment, si quelqu'un vient dire « je demande à émarger du CPS, mais dans le même temps je dissimule des revenus ou un patrimoine que j'ai pour bénéficier du RIS », il est évident que ce n'est pas acceptable. Mais ça, c'est vraiment le cas flagrant qui donne lieu à des dénonciations. Le reste est géré avec beaucoup de nuances, de subtilité par les assistants sociaux et par les conseils d'aide sociale, notamment grâce à la procédure à huis clos. Et donc je crois que vraiment les assistants sociaux respectent la dignité humaine des personnes concernées et ne sont pas du tout des dénonciateurs zélés auprès des autorités de contrôle. Donc j'avoue que, enfin, je peux me tromper, mais je n'ai pas jusqu'à présent, dans ma gestion au quotidien dans la commune que je dirige, constaté de telles dérives. Oui, mais on ne parle pas spécialement de délation de la part des assistants sociaux, simplement de la difficulté pour eux de répondre aux demandes des gens, d'autant que on sait la flambée des loyers qui ont lieu, et si la personne a 650 € et qu'on n'arrive presque plus à trouver des loyers en dessous de 400, voire plus, comment l'assistant social peut se sentir dans la mission de garantir la dignité humaine dans ces conditions-là? Il est exact que là, c'est le problème de la revalorisation du RS. C'est aussi les autres types d'interventions. Il y a quand même, dans des communes où il y a une bonne coordination sociale, des rapports suivis avec les SISP, les sociétés immobilières de services sociaux, de services publics, c'est-à-dire les logements sociaux. Il y a quand même là des collaborations qui sont établies, des suivis administratifs qui se font entre services. Je reconnais que l'on peut s'interroger pour savoir si, dans certains cas particuliers, le respect dû à la personne et à sa dignité est toujours rencontré, mais les initiatives prises tant par les CPS que par d'autres services sociaux pour donner tous les moyens du respect de la dignité humaine aux personnes concernées me semblent non négligeables quand même si on a encore des étapes à franchir quant au montant du RS, quant à certains types d'aides, mais je souhaite que ça soit fait dans la clarté. Je souhaite que ça soit fait de manière égale. Je veux dire par là, bien entendu, il y a parfois du travail à faire en tenant compte de situations particulières, donc avec des aides ponctuelles complémentaires. Reste que je suis pour avoir une égalité de traitement la plus large possible, c'est-à-dire notamment via une augmentation du RS. Ok, je vous remercie. Voilà. Plusieurs candidats se sont dit au nom de leur parti favorables à des mesures que nous revendiquons. Porter le RIS au-dessus du seuil de pauvreté, aligner le montant octroyé aux cohabitants sur celui octroyé aux isolés, ouvrir au public pour les questions générales les conseils des CPS. Par exemple, tous se sont dit favorables à l'individualisation du droit au RIS, alors que celle-ci est attendue depuis très longtemps. Pour
que des projets deviennent des réalités, il faut que ceux-ci prennent la forme de propositions ou de projets de loi, de décrets ou d'ordonnances, puis qu'ils soient adoptés à la majorité. Après l'élection de juin 2007, le collectif Solidarité contre l'exclusion ne manquera pas de reprendre contact avec chaque parti et chaque candidat rencontré, pour lui demander quelles initiatives législatives il compte prendre pour réaliser ses engagements électoraux. Nous serons particulièrement attentifs au débat sur la publicité des conseils des CPAS, qui devrait s'ouvrir en région bruxelloise, à l'initiative du parti flamand SPA Spirit.